Alors une fois que vous êtes dans un navigateur web sérieux, on va taper par exemple Garden. Vous êtes tous au courant que éventuellement vous avez de la concurrence sur le web puisqu'il existe des images sur le web que vous avez le droit d'utiliser même sans payer de droits commerciaux justement, sans rien payer. C'est les images du domaine public. Alors si vous tapez public domaine entre guillemets, vous arrivez. C'est une des manières d'arriver à ces images-là. Donc voilà, c'est vrai que c'est la concurrence des photographes. Les banques d'images, les images du domaine public sur le web. Donc il faut faire avec, hein. Alors voilà, j'ai tapé Garden et public domaine entre guillemets. Je vais aller dans la partie images évidemment. Et je vais enfoncer la touche contrôle du PC ou commande du Mac et cliquer sur quelques images. Mon but est de trouver des images qui n'ont pas déjà été traitées au niveau de la netteté, de manière à pouvoir faire ressortir la netteté grâce à la technique du passe-haut. Alors, peu importe si l'image comporte beaucoup de pixels ou pas, parce que c'est vrai qu'ici, je n'ai pas demandé dans les outils de recherche de me montrer des images avec beaucoup de pixels. Ça va marcher même sur des images avec peu de pixels, bien entendu. Ok. Donc on est bien d'accord, une fois que vous avez cliqué sur une vignette dans le résultat, vous arrivez à quelque chose qui ressemble à ça, et vous cliquez sur afficher l'image pour afficher vraiment la vraie image, celle que vous allez télécharger. Parfois ça ne marche pas, passez à une suivante alors. Alors ce que j'ai fait pour aujourd'hui, c'est que j'ai créé un dossier qui porte la date d'aujourd'hui. Donc vous pouvez également créer un dossier qui va porter la date d'aujourd'hui. Ok, et dans le dossier d'aujourd'hui, je vais peut-être faire un sous-dossier parce qu'on risque d'avoir quand même pas mal d'images à la fin. Et je vais appeler ça accentuation par passe-haut. Alors, les images qui sont clairement déjà accentuées ou qui comportent trop peu de pixels vraiment, je ne les intègre pas en fait, hein. Ce qui m'intéresse, c'est des images qui sont un peu floues, qui sont normales, quoi. Pas déjà traitées, et on va pouvoir les traiter. Vous n'enlevez pas l'extension de fichier quand vous enregistrez, sinon ça risque de poser des problèmes, notamment dans InDesign. Si on amène ça dans InDesign, ça va poser des problèmes. Ok, avec 2-3 images, c'est bon, hein. Il ne faut pas énormément d'images. Ok, alors on va ouvrir ça. Donc touche F pour passer plein écran sur une des images que j'ai ouvertes. C'est pour ceux qui sont sur Mac, donc sur ceux qui sont sur PC n'ont pas besoin de faire ça. Pour passer les images en revue, c'est CTRL tabulation. CTRL tabulation. Pour aller en arrière dans les images, en supposant que vous en avez plus que 3, plus que 2, pour aller en arrière, ce sera CTRL majuscule tabulation. Donc ça passe en revue les images, mais dans l'autre sens. Donc c'est comme dans les navigateurs web, ça fonctionne comme ça aussi les onglets, hein. CTRL tabulation, CTRL majuscule tabulation. Ça passe en revue dans un sens ou dans l'autre. Ok. Alors, palette de décalque. Déjà, je suppose que votre Photoshop, oui, on va voir s'il est indiqué ici en haut à droite, les indispensables. Il est indiqué ça? Ok, dans le menu, si vous voulez, vous pouvez aller dans le menu et demander réinitialiser les indispensables. Comme ça remet les palettes en place.
au cas où elle serait pour l'instant un peu n'importe comment chez vous. Donc c'est en haut à droite, les indispensables, et dans le menu, on demande réinitialiser les indispensables. C'est ce qui correspond aussi à fenêtre, espace de travail, réinitialiser les indispensables. Donc c'est juste une configuration de palette que Adobe considère comme étant indispensable pour tout type de travail. C'est vrai qu'il y a une configuration photographie, mais on fera apparaître les palettes au fur et à mesure, nous, il n'y a pas de problème. Ok, alors, l'accentuation par passe haut. Vous avez donc une image qui n'est pas extrêmement nette. Vous êtes au courant que tous les appareils photo photographient flou. C'est fait exprès. On vous a jamais dit ça? Bon, je vous montre. Donc en fait, il y a toujours de la netteté qui est nécessaire par la suite. Il faut la mettre à un endroit ou l'autre. Alors il y a possibilité de mettre de la netteté dans Lightroom, mais ça peut se faire aussi dans Photoshop. Et alors j'ai expliqué la technique qu'on va voir maintenant, je l'ai expliqué à quelqu'un qui utilise Lightroom dernièrement, et qui utilise la netteté de Lightroom et qui m'a dit, tiens, quand on finit dans Photoshop avec la technique du passe haut, ça va encore plus loin, c'est encore mieux. Ça va encore plus loin que ce qu'on a pu faire dans Lightroom au niveau netteté. Et donc, ça n'est pas contradictoire, ce n'est pas l'un ou l'autre. La netteté dans Lightroom ou dans Photoshop, vous pouvez compléter la netteté de Lightroom avec celle de Photoshop. Ok. Alors, voyons ça. Donc, tous les appareils photo photographient flou parce que devant le capteur, il y a un filtre qu'on appelle un filtre passe-bas. Pourquoi passe-bas, je vais vous expliquer. Bon, alors. Que je retrouve cette petite image qui montre le filtre passe-bas. Ok. Voilà. Donc, devant le capteur, dans les appareils photo, vous avez un filtre passe-bas qui sert à rendre les choses floues, en fait. Pourquoi? Ben, c'est pour éviter les moirages, parce qu'un capteur d'appareil photo, c'est un réseau régulier, et quand on photographie des choses dans la réalité qui elles-mêmes sont un réseau régulier, s'il n'y avait pas cette chose qui rend flou devant le capteur, eh bien, on aurait des moirés. Les moirés, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vous montre ici. C'est le même mot en anglais, en fait. Voilà, c'est quand on superpose deux réseaux réguliers, on a des lignes qui apparaissent, des dessins. C'est ce qui se passe quand on photographie des réseaux réguliers dans la réalité, et ça interfère avec le réseau régulier du capteur, et on obtient des moirés. Typiquement, les vestons, c'est connu qu'on dit aux personnes qui passent à la télévision, ne mettez jamais un veston avec des lignes régulières, parce que ça fait des moirés. Ben vous les voyez là, hein, les lignes là qui apparaissent. Malgré le passe-bas, comme tu dis, il y a quand même encore parfois. Oui. Dans des cas extrêmes, malgré le passe-bas, il y a encore des moirés qui peuvent apparaître. Comment on fait? C'est vrai que moi, j'ai déjà eu le cas et je sais pas comment faire. Pour éviter les moirés, Ouais. ben, il faut... en photographiant quoi? Des tissus ou... Ouais. Ben, dans ce cas-là, il faut peut-être réduire la zone de netteté, je veux dire, ne pas focaliser exactement sur le tissu, faire en sorte que ce soit flou quand ça arrive. Voilà, rendre flou. En ne faisant pas la netteté exactement comme elle devrait être à la prise de vue. Ça serait une solution, ça. Alors, si je vous parle du Nikon D800 ici, c'est parce qu'en fait, il est en deux versions. Vous avez déjà entendu parler du D800E, qui justement photographie plus net, lui, mais peut avoir des problèmes de moiré. Le D800E est un appareil qui va photographier plus net. Notamment, il est utile évidemment pour ceux qui font des photos d'astronomie, en fait, les étoiles,
ou des photos naturelles où il n'y a pas de possibilité d'avoir des réseaux réguliers qui vont interférer comme quand on photographie du tissu ou des buildings ou des choses comme ça. Vous voyez la différence, ça c'est un petit extrait d'une photo et on voit la différence en fait au niveau de la netteté avec le D800E qui ne rend pas flou au moment de la photographie. Donc tout ça pour expliquer que il faut il faut de toute façon rendre net par un post-traitement après dans les logiciels en fait. Mais que si vous êtes vraiment intéressé par les photos super nettes, dirigez-vous vers un appareil photo comme le D800E qui n'a pas le filtre passe-bas et qui va donc photographier d'origine nette en sachant que ça risque de vous faire des moirés dans certains cas. Alors avant que le D800E existe, on faisait enlever le filtre passe-bas sur les appareils. C'est une opération qui coûte 400 €. Parce que c'est assez délicat, mais ça existait. Des personnes qui voulaient photographier très net faisaient enlever le filtre passe-bas devant le capteur de leur réflexe. Maintenant, ce n'est plus nécessaire, puisqu'il existe des marques qui ont compris qu'elles ont l'intérêt à proposer leurs appareils en deux versions. Une version avec filtre passe-bas et une version avec filtre et sans filtre. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça le passe-bas? C'est parce que dans la réalité, enfin je veux dire dans le monde de l'infographie ici, on parle de haute fréquence quand on a affaire à des endroits qui ont beaucoup de détails. Et quand ce sont des endroits de l'image qui ont peu de détails, parce que ce sont des aplats, on va plutôt parler de basse fréquence. Donc, haute fréquence, quand il y a beaucoup de détails, c'est foisonnant de détails. Basse fréquence, quand il y a peu de détails. Et quand on parle donc d'un filtre passe-bas qui est devant l'appareil photo, ça veut dire qu'il laisse passer il coupe les détails, hein, puisqu'il ne laisse pas passer les hautes fréquences. Il laisse passer les basses fréquences, mais pas les hautes fréquences. Le détail est rendu flou, en fait, c'est ça, hein, tout simplement. Donc on ne parle pas ici de fréquence de lumière ou de choses comme ça, c'est un concept de fréquence, la quantité de détails qu'il y a à certains endroits de ce qu'on photographie. Et le filtre passe-haut qu'on va utiliser, lui, il fait l'inverse. Il ne va laisser passer que les détails. Et il ne va pas s'occuper des aplats là où il y a peu de détails. Ok, alors on y va. Dans la palette des calques que j'ai détachée, vous l'avez certainement aussi comme moi en bas à droite, la palette des calques, comme ça. Je vais la détacher en palette flottante, en prenant son nom, je la détache. Pour que ce soit plus facile pour travailler sur elle, je vais ici dans le menu de la palette des calques jusqu'à Options de panneau. Et je vais cocher la grande vignette. Voilà. Comme ça, j'ai des grandes vignettes, ce sera plus sympa. Ok, donc, grande vignette. Alors, ici, on va dupliquer le calque. Parce qu'on va utiliser une copie du calque pour rendre l'image nette. Donc j'amène le calque, la vignette du calque, je l'amène sur le bloc de feuilles, ça fait une copie. C'est une des manières de faire. Alors dans Photoshop, il y a plein de manières de faire les choses. Je ne vais pas toutes vous les expliquer. Si vous connaissez une autre manière de faire, vous le faites. Mais voilà, donc moi j'aime bien être visuel. Hein. Donc les mouvements comme ça. On a amené la vignette sur le bloc de feuilles, comme ça, on se souvient que c'est comme ça qu'on fait. J'aime bien aussi aller dans les menus, voir les choses plutôt que d'utiliser des raccourcis clavier en général. Donc vous étonnez pas, j'utilise parfois des choses qui ne sont pas les plus rapides, mais c'est pour qu'on se souvienne bien, surtout pour les débutants, comment ça marche. Alors on a donc arrière-plan copie, et sur cet arrière-plan copie, vous allez mettre le filtre passe-haut. Donc menu filtre divers passe-haut, filtre divers passe-haut. Voilà. Alors, avec le filtre passe-haut, vous allez régler le rayon. Qu'est-ce qu'il faut mettre comme rayon? Je ne peux pas vous le dire, ça dépend de votre image, ça dépend du contenu de votre image, ça dépend de la dimension à laquelle elle est, au niveau du nombre de pixels.
Le but est de souligner les détails, en fait. Il faut qu'on voit les détails qui sont soulignés. Et vous voyez que on n'a quasiment que des détails là-dedans, dans cette image. Je clique sur OK et on obtient donc un calque avec les pixels qui ont été modifiés. C'est le passe haut. Et ce calque, il est actuellement en mode d'application normal, donc il recouvre tout ce qui est en dessous de lui parce qu'il est en mode normal et opacité 100%. Eh bien, je vais changer son mode d'application. Je vais le faire passer à incrustation, à la place de normal. Alors, si vous enlevez l'œil en face de ce calque et que vous le remettez, vous voyez avec et sans. Et vous devriez voir que ça souligne le détail. D'accord? Alors, pour bien voir les choses, il faudrait afficher l'image à l'échelle 100%. Alors, je vais vous demander d'afficher d'abord la palette des outils, la mettre en 2 colonnes. Avec la petite icône ici dans la palette des outils, ce sera plus simple pour la suite si vous la mettez en 2 colonnes. Parce que la palette des outils en 1 colonne, on s'y trouve pas bien. Donc, palette des outils en 2 colonnes. Et le double clic sur la loupe dans la palette des outils, c'est l'échelle 100%. D'accord? Et donc, c'est comme ça qu'on peut vraiment juger de la qualité de l'image à l'échelle 100%. Et donc, quand vous ajoutez le calque, quand vous l'affichez, vous remarquez que ça souligne vraiment le détail. Ok, donc je vous ai parlé du double clic sur la loupe dans la palette des outils. C'est l'échelle 100%. Ça n'a rien à voir avec la dimension qu'aura l'image si on l'imprime. Mais vraiment rien à voir. Quand on parle d'échelle 100%, ça veut dire qu'on fait en sorte que chacun des points de l'écran s'affiche sur un point, chacun des points de l'image s'affiche sur un point de l'écran. Tout simplement, on fait correspondre la trame de l'image avec la trame de l'écran. C'est ça l'échelle 100%. Et c'est vraiment la meilleure manière de visualiser une image sur un écran, c'est l'échelle 100%. Si vous êtes en zoom arrière, vous avez une interpolation. Parfois, on ne voit pas les détails, on ne voit pas vraiment ce qu'il y a dans l'image. Et si vous êtes en zoom avant, forcément, ça devient plus flou. Donc, c'est l'échelle 100% qui est l'idéal pour juger de la qualité d'une image. Ok, ça, vous avez compris le concept alors de l'accentuation par passe haut, c'est-à-dire mettre les détails sur un calque et les faire passer en mode incrustation. Ben, c'est bien, on va jeter le calque alors. On prend le calque et on le jette. Et on va améliorer le processus. Donc le processus va être amélioré en utilisant les objets dynamiques. Alors, je recommence le processus, je prends la vignette, je l'amène sur le bloc de feuilles pour obtenir une copie. Mais maintenant, avant de mettre le filtre passe haut sur lui, sur ce calque, je vais le convertir en objet dynamique en faisant un clic droit sur la droite de la vignette ici, convertir en objet dynamique. Alors rien ne change, si ce n'est que vous avez une icône qui est apparue là. Attention, n'y allez pas plusieurs fois de suite, parce que si vous demandez à nouveau clic droit à convertir en objet dynamique, ben oui, vous pouvez le faire ça à l'infini, mais il suffit de le faire une seule fois. Alors c'est quoi un objet dynamique? C'est un calque conteneur. Ça veut dire que les pixels du calque sont maintenant dans un autre calque conteneur qu'on appelle un objet dynamique. Et l'intérêt, il est énorme, il y en a plein d'intérêts. C'est apparu avec la version CS4 de Photoshop, les objets dynamiques, et ça avait vraiment été une révolution dans la manière de travailler. Parce que déjà, sur un objet dynamique, quand je mets un filtre, il apparaît dans la palette des calques, le filtre. On peut le modifier, on peut le jeter. Il ne modifie pas de manière permanente les pixels une fois pour toutes. Il devient dynamique. Et dynamique en infographie, ça veut dire modifiable en fait. Eh bien, ça veut dire que le filtre passe haut, si je le mets sur ce calque, il va apparaître dans la palette des calques. Alors on y va. Filtre, divers, passe haut. Voilà. Vous cliquez sur OK.
Et vous voyez le filtre qui apparaît. Donc les filtres dynamiques, il ne faut pas les chercher dans les menus. Euh, En fait, tous les filtres sont dynamiques dès qu'ils sont mis sur un objet dynamique. Donc l'intérêt, c'est que je peux double-cliquer sur le mot passe haut, la boîte se réouvre et je peux remodifier le réglage autant de fois que je veux. Mais alors, je vais le faire de manière interactive en visualisant ce que le calque donne. Je vais le faire passer en mode incrustation, le calque, au lieu de normal. Et donc là, en double-cliquant sur le passe haut, je vais pouvoir régler la netteté tout en voyant ce que ça donne derrière. Excuse-moi, j'ai pas. Donc, je suis sur le. Ok, ça va, merci. Voilà. Voilà, donc intéressant ça. Ok, donc il est possible que le filtre de netteté, vous n'ayez pas envie de l'avoir partout. Peut-être que j'ai envie de l'avoir seulement sur l'avant-plan, mais pas sur l'arrière-plan, ou inversement. Eh bien, il y a possibilité de faire en sorte qu'il n'agisse pas partout. Il suffit d'ajouter sur ce calque ici un masque de fusion. Donc, vous activez en tout cas le calque ici doit être en surbrillance, il est sélectionné. Alors oui, on a transformé en objet dynamique pour pouvoir avoir des filtres dynamiques. Attention, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Si vous essayez avec un pinceau, par exemple, de cliquer sur ce calque, Photoshop vous met un message. Vous devez pixeliser cet objet dynamique. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous cliquez sur OK. Ben non, pas du tout. C'est pas parce qu'on vous dit de vous jeter dans la Meuse qu'il faut le faire. Vous connaissez l'expression. Eh bien, c'est la même chose ici. Il faut surtout toujours refuser ça, annuler. Il ne faut pas pixeliser l'objet dynamique parce que ça voudrait dire que le filtre serait intégré au calque. Ce serait la même chose que ce qu'on a obtenu tout à l'heure au tout début, un filtre non modifiable. Donc si je vous en parle ici, c'est parce que forcément ça va vous arriver. Vous allez essayer de dessiner sur un objet dynamique ou faire quoi que ce soit et le message va arriver, il faut annuler. Il ne faut pas perdre le bénéfice de l'objet dynamique. Ok, donc sur cet objet dynamique, je vais aller ajouter un masque de fusion. Il y a différentes manières de le faire. Menu calque, masque de fusion, tout faire apparaître. Menu calque, masque de fusion, tout faire apparaître. Et voilà le masque de fusion qui arrive. Donc ça veut dire que ça gère la visibilité du calque. Donc quand un calque a un masque de fusion, il faut décider si on travaille sur la partie gauche, les pixels du calque, ou sur la partie droite, le masque. Dans ce cas-ci, je travaille sur le masque, c'est lui qui est encadré. Et alors, je vais dessiner au pinceau flou en noir. Pourquoi un pinceau flou? Pour que les corrections s'intègrent bien, pour que ce ne soit pas abrupt. Et la transition entre les parties traitées et les parties non traitées. Donc, dans ce masque, c'est-à-dire sur l'image en fait. Là, j'indique juste que je travaille dans le masque, mais je vais travailler sur l'image en réalité. Je vais prendre le pinceau et dessiner en noir. Alors, vous activez le pinceau tout à fait normal, pas celui qui a la turlute, mais le pinceau normal ici. Vous amenez le pointeur au-dessus de l'image, et déjà, on va voir comment modifier la dimension de la brosse. Alors, si vous êtes sur PC, vous pouvez faire CTRL-ALT, ou Alt tout simplement, ça marche aussi, mais je préfère dire CTRL-ALT, comme ça vous savez passer rapidement d'un Mac à un PC, parce que sur le Mac, c'est aussi les mêmes deux touches, CTRL-ALT. Donc que vous soyez sur Mac ou sur PC, vous faites CTRL-ALT, vous enfoncez les deux touches CTRL-ALT, et avec le bouton droit de la souris du PC ou le bouton gauche de la souris du Mac, vous faites un cliquer-glisser. De gauche à droite, c'est la dimension de la brosse, de haut en bas, c'est la dureté. Il nous faut une brosse à bord flou et assez grande, voilà. Donc vous enfoncez CTRL-ALT avec le bouton gauche du Mac ou avec le bouton droit du PC, vous déterminez la dimension de la brosse. Et puis vous allez dessiner en noir. Donc attention, on dessine en fait avec la case qui se trouve ici, la case de premier plan. Certaines personnes font ceci, elles cliquent là-dessus, ce qui fait apparaître le sélecteur de couleurs,
et elles vont dire qu'elles travaillent en noir en faisant ceci ou ça. Et c'est évidemment un problème, puisque nous sommes à 4% de luminosité, ce n'est pas du noir. Si vous voulez vraiment du noir, il faut le pousser au fond à gauche, et là on a 0% de luminosité. Bon, ça c'est une solution. Si vous utilisez donc ce système du sélecteur de couleurs, pensez bien à pousser la pastille vraiment dans le coin pour que ce soit vraiment du noir. Même chose quand on fait du blanc, il ne faut pas le mettre près du coin, mais vraiment dans le coin pour que ce soit du vrai blanc. Alors sinon, vous avez aussi la possibilité de cliquer sur l'icône ici et de cliquer sur la double flèche et vous avez donc du noir dans la case de premier plan et vous dessinez avec du noir et vous allez pouvoir passer à certains endroits pour empêcher le filtre d'agir. Par exemple sur les arbres ici, je passe sur les arbres, l'arrière-plan et donc j'ai empêché le filtre d'agir à cet endroit-là. La netteté n'agit pas à cet endroit-là donc. Là où je suis passé. Alors on aurait pu dessiner en gris, comme ça diminue la netteté, mais pas autant qu'en dessinant en noir évidemment. On peut mettre dans un masque du gris pour que ce soit plus subtil. On n'est pas obligé d'y aller à fond comme ça en noir pour empêcher totalement que la netteté se mette là où on passe en noir. Alors si vous voulez voir l'avant-après, vous allez pouvoir désactiver le masque avec la touche majuscule. Touche majuscule, vous allez voir l'avant-après. Et vous allez voir que donc la netteté s'en va uniquement là où on a passé en noir. Et donc ça c'est intéressant parce que vous faites dans vos photos ce qu'on appelle un contraste de netteté. C'est toujours intéressant si on veut des photos qui sont visuellement riches, généralement pour les photos de type publicitaire c'est bien, il faut multiplier les contrastes. Contraste de couleur, contraste de lumière, mais également contraste de netteté. Contraste de matière aussi, enfin tout type de contraste. Plus on les multiplie dans une photo, plus la photo est riche visuellement. Et donc, quand on met de la netteté, on va en général s'arranger pour que ça ne soit pas partout. Mais chaque cas est particulier. On ne peut pas donner des règles à suivre absolument. Donc, rien ne vous empêche de toujours continuer à double-cliquer sur passe haut pour aller modifier l'intensité de la netteté. Et bien sûr, ça ne va pas s'appliquer sur la partie où vous êtes passé. On est d'accord. Bon, il faut pas y aller trop fort. Ça, c'est première remarque. Deuxième remarque, la force qu'on met ici, en fait, ça dépend de l'utilisation de l'image finale. Si elle est prévue pour être utilisée en plus petit sur le web, on doit d'abord la mettre en plus petit et puis régler. Le réglage n'est valable que pour l'image avec une certaine quantité de pixels. Donc, c'est pour ça que si c'est pour une utilisation pour le web, il faut absolument, il faudra la réduire. Et alors, remarque supplémentaire, si vous faites de l'impression pour l'offset, vous savez, les machines offset chez les imprimeurs, il ne faut pas trop mettre de netteté parce que ça parasite le processus de création des trames, les points de trame. Donc, la netteté, bien pour un affichage sur écran, bien pour un affichage, pour une impression jet d'encre, ok. Mais dès qu'il y a un processus de tramage qui intervient, il faut savoir que si les images sont trop nettes, ça va vous faire des images avec des escaliers sur les bords, des diagonales, des créneaux, ça ne va pas être joli. Le processus de création des trames offset fonctionne mieux sur des images qui sont un peu floues. Donc vous voyez les trames offset, vous connaissez tous quand vous regardez une impression de près, vous avez en fait 4 encres, cyan, magenta, jaune, noir qui se superposent avec des petits points, donc c'est ce qu'on appelle la trame. Chaque couleur a un certain angle. Généralement le noir c'est 45 degrés, le jaune ça va être à 0 degré ou 90,
Qui a dit 25? Moi, je crois que ça fait trop longtemps. Oui, ça fait trop longtemps que tu as vu ça. Ici, on a les angles. Parce qu'en fait, le noir, on va la mettre à l'angle qui est le moins bien, pour lequel l'œil repère le moins bien les détails, en fait. Hein. C'est 45 degrés. Et le jaune étant une couleur très discrète par nature, on va le mettre dans l'angle pour lequel l'œil est le plus performant pour repérer les détails. C'est des lignes horizontales ou verticales. Donc c'est pour ça qu'on va le mettre à 0 degré. Donc vous voyez les différents angles qui sont là. Bon, mais ça n'a pas une importance énorme. C'est juste pour qu'on sache bien de quoi je parle quand je parle de tramage. Enfin, quand je dis que ça n'a pas une importance énorme, si, parce que dans la formation ici, on est censé parler de print aussi. Et si vous rencontrez un imprimeur, il faut quand même un peu savoir de quoi on parle. Bon alors, le boulot qu'on a fait là sur l'image, ben, vous pouvez enregistrer l'image, ce serait une bonne chose. Voilà, j'enregistre l'image, elle était au format JPEG, et maintenant forcément, comme il y a des calques, on ne sait plus l'enregistrer en JPEG, le JPEG ne peut pas intégrer les calques, on est obligé de l'enregistrer dans un format qui peut intégrer les calques, c'est-à-dire, ben, il n'y en a que 3, à ma connaissance, enfin 4. Le PSD, le PSB, ce sont les formats Photoshop, et le Photoshop PDF et le TIFF. Donc il n'y a que TIFF, Photoshop PDF et PSB et PSD qui arrivent à intégrer les calques. Donc vous allez enregistrer dans ce qu'on appelle le format natif du logiciel, c'est-à-dire le format Photoshop. L'autre, le PSB, ça marche aussi. Ça va vous faire exactement le même résultat qu'un fichier Photoshop habituel PSD, sauf que c'est la nouvelle génération de fichiers Photoshop qui sont capables d'intégrer plus de pixels. Mais qui seront utiles surtout pour les scientifiques, en fait, puisque les scientifiques utilisent aussi Photoshop pour... Ils demandent de maximiser la compatibilité. Ah oui, maximiser la compatibilité. Ça, c'est une option qui permet de faire en sorte que le fichier Photoshop soit lisible par d'autres logiciels que Photoshop, en fait, ou par d'anciennes versions de Photoshop. Donc, ça fait un fichier un peu plus lourd, mais c'est toujours bon à faire. Donc si on veut exporter un fichier Photoshop et récupérer les calques dans un autre logiciel comme Corel Painter par exemple, qui est un logiciel spécialisé pour la création artistique avec des simulations de peinture à l'huile, aquarelle, etc., c'est mieux de faire comme ça, même pour After Effects ou d'autres logiciels. Et ici, on peut faire annuler. Vous pouvez faire en sorte que ce ne soit plus affiché et systématiquement toujours enregistré en maximiser la compatibilité. Ce sont les choses qui se règlent en fait dans les préférences gestion des fichiers. Vous pouvez décider une fois pour toutes ce que vous faites. Vous voyez ici, maximiser la compatibilité sur demande, c'est pour ça qu'il vous demande. Ou alors vous dites toujours, il ne vous demandera plus. Ou alors jamais, il ne le fera pas et il ne vous demandera plus non plus. Voilà. Donc c'est réglé pour que ce soit sur demande. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous enregistrez, il vous demande si vous voulez maximiser la compatibilité. Moi, je le laisserai sur demande, et puis je pense que dans le message, vous avez une boîte ne plus affichée. Une case à cocher ne plus affichée. Comme ça, une fois que vous avez choisi, il va toujours le faire, en fait. Hein. OK. Évidemment... Je lui demande des infos à Google sur le PSB, il me sort les Pet Shop Boys. N'importe quoi. Donc de mémoire, mais je ne vais pas dire de bêtises, je vais regarder, mais normalement vous n'aurez pas utilisé le PSB, mais si vous le faites, ce n'est pas un problème. Je pense qu'au niveau de la taille des images, on peut aller jusqu'à 300 000 pixels en largeur et en hauteur, ce qui est quand même assez énorme. Oui, alors que je pense que le format PSD est limité à 30 000. Au niveau de la taille des fichiers aussi.
Le format PSD ne peut pas enregistrer des fichiers de plus de 2 gigas. Voilà, si les documents dépassent 30 000 pixels de largeur, en largeur ou en hauteur, il faudra utiliser le PSB. 300 000 pixels, c'est bien ça, 300 000 pixels dans chaque dimension. Bon, c'est assez énorme, hein, on peut s'amuser. C'est surtout les scientifiques qui font de l'analyse d'image avec Photoshop à qui ça va servir en fait. Hein. Parce que 300 000 fois 300 000, ça nous fait quand même combien de mégapixels? Ben oui, c'est quand même 90 000 mégapixels en fait. Hein. Oui, 90 000 mégapixels. Donc vous voyez, par rapport à un capteur d'appareil photo 24 mégapixels, Photoshop peut traiter des photos jusqu'à maximum 90 000 mégapixels avec le format PSB. Alors, je vais passer à une autre image, comme ça c'est clair que je travaille sur autre chose. Et ici, je vais faire en sorte que, automatiquement, pour n'importe quelle série d'images, Photoshop me crée les calques nécessaires à faire de l'accentuation par passe haut. Et donc pour ça, vous avez une image que vous venez d'aller chercher sur le web, c'est important, vous n'avez pas double-cliqué sur le calque d'arrière-plan, vous ne l'avez pas transformé en calque 0, c'est vraiment une image qui vient du web, là vous n'avez rien fait dessus. Parce que le script, en fait, il va devoir fonctionner sur des images sur lesquelles on n'a encore rien fait. Je dis ça parce que l'autre jour, j'ai fait la même chose avec un autre groupe et il y avait une personne dans le groupe qui a fait son script sur base d'une image qu'il avait déjà modifiée. Et forcément, le script ne marchait plus sur des images non modifiées. Donc, on est d'accord, il est bien indiqué arrière-plan dans la palette des calques. C'est un calque, une image tout à fait normale. Et on va faire apparaître la palette des scripts. Donc, c'est menu Fenêtre, Action. Alors, elle est là. Je vais la déplacer en prenant son onglet. Voilà, j'en fais une vraie palette flottante. Je vais l'agrandir. Voilà. Alors, pour la petite histoire, ceci, Coffee Shop Vintage Journée, c'est quelque chose que j'ai été chercher sur le web, parce qu'en fait, le web regorge de ressources gratuites, notamment des scripts. Ça, c'est un script qui permet de transformer, de donner un look aux images. Mais le problème, je vous le dis tout de suite maintenant, comme ça vous savez, c'est que souvent les scripts qu'on trouve sur le web, ils ont été prévus pour fonctionner dans la version anglaise de Photoshop. Et donc si vous les faites fonctionner dans la version française, ça ne marche pas. Donc il faut, parce qu'ils font appel à des items dans les menus, des items qui portent des noms anglais, et donc ça ne marche pas. Donc vous étonnez pas que quand vous essayez des scripts que vous avez téléchargés sur le web, ils ne marchent pas. Ils vous disent « Tiens, j'ai pas trouvé telle fonction, etc. » Si vous êtes dans la version française, c'est normal. Et donc, avec la Creative Cloud, on peut installer les logiciels dans autant de langues qu'on veut, à peu près 26 langues, je pense. Et c'est pas difficile de passer d'une langue à l'autre. C'est dans les préférences Photoshop, dans l'interface, vous avez ici le choix de la langue. Alors il se trouve que cette version CC 2015, je n'ai actuellement installée qu'en français, donc il n'y a pas le choix. Par contre, la CC 2014 qui est toujours là sur mon ordinateur, parce que quand j'installe une nouvelle version, je garde toujours l'ancienne, c'est absolument nécessaire. Pensez à ça. Quand vous installez une nouvelle version, gardez les anciennes. Ne les effacez pas parce qu'il y a des bugs dans les nouvelles versions. Il y a des bugs, il y a des filtres qui fonctionnaient dans l'ancienne version qui ne vont plus fonctionner dans la nouvelle parce qu'ils ont changé l'architecture logicielle, etc. Donc toujours gardez les anciennes versions de vos logiciels au moment où vous installez les nouvelles. Je sais, si on a un petit disque dur interne de 256 Go en SSD, c'est tout de suite rempli, donc c'est ennuyeux, mais bon, si vous avez de la place, faites-le, gardez les anciennes versions, c'est vraiment nécessaire. Vous aurez des problèmes si vous ne le faites pas. Et donc, je disais que dans mon ancienne version de Photoshop, la CC 2014, là, je l'ai installée en 2 langues, et si j'allais au même endroit dans les préférences, je pourrais la faire passer en anglais sans problème. Et j'ai encore l'ancienne version d'avant, la CC.
Donc vous voyez 3 versions de ma Creative Cloud sur l'ordinateur ici qui cohabitent. Comme ça, je suis certain de ne pas avoir de problème pour ouvrir d'anciens fichiers. Et j'ai récemment supprimé la CS6 parce que ça commençait à devenir vieux quand même, mais je l'ai gardé sur un ancien portable au cas où. Au cas où. Ok. Et donc voilà, ça c'était juste un petit commentaire sur le script qu'on voit ici. Il vient du web, je l'ai chargé et il ne fonctionne que dans la version anglaise. Alors vous allez mettre au point un nouveau dossier de script en cliquant dans le panneau action ici sur l'icône de dossier. Et on va l'appeler, vous me donnez le nom que vous voulez. Je vais l'appeler technique photo par exemple. Voilà, c'est un dossier vide. Alors ça s'appelle les actions, et comme vous avez fait remarquer tout à l'heure, auparavant ça s'appelait script dans Photoshop. Mais maintenant, Adobe fait la différence entre les actions, les scripts d'action, donc ce qui enregistre ce qu'on fait dans le logiciel, une espèce de macro. En fait, on fait quelque chose dans Photoshop, ça enregistre tout ce qu'on fait. Ils font la différence entre ça et les scripts programmés en JavaScript, qu'on retrouve dans le menu fichier script et fichier automatisation. Ce sont des scripts que des utilisateurs avancés de Photoshop, des développeurs, peuvent mettre au point. Et c'est de la programmation JavaScript, en fait. Bon, Adobe fournit gratuitement les informations si vous voulez faire ce genre de script. Mais ça n'est pas très utile, en fait, pour vous, à mon avis. Ok, vous avez créé votre dossier. Eh bien, dans ce dossier, on va créer le script maintenant. On clique sur le bloc de feuilles. Et on va l'appeler accentuation par passe haut. Et on clique sur enregistrer. Mais attention, à partir de là, il ne faut rien faire qui ne fait pas partie du script. Même cliquer sur une autre image va être enregistré dans le script. Et si au moment où vous rejouez le script, cette autre image n'est pas disponible, n'est pas ouverte dans Photoshop, le script va s'arrêter, il ne fonctionnera pas. Il faut faire gaffe donc. À partir de là, il faut vraiment faire gaffe. Vous pouvez cliquer sur le stop évidemment pour faire différentes choses qui n'ont rien à voir avec le script. Mais à un certain moment, il faudra réappuyer sur le bouton d'enregistrement. Alors, la première chose qu'il fallait faire, c'était dupliquer le calque d'arrière-plan. Donc, vous prenez la vignette et vous l'amenez sur le bloc de feuilles. Et vous voyez qu'une nouvelle ligne s'est ajoutée. Dupliquer calque à l'état actif, ça veut dire le calque qui était activé a été dupliqué. Oui, parfois, les termes qu'on voit dans la palette action, ils sont un peu bizarres. C'est parfois un peu difficile de comprendre à quoi ça correspond une fois qu'on les a fait et qu'on revient dessus. Ok, donc l'étape suivante, c'était convertir le calque en objet dynamique avec un clic droit, convertir en objet dynamique. Ensuite, on avait mis un filtre passe haut dessus, menu filtre divers passe haut. Je sais qu'on le voit aussi là au-dessus, le dernier filtre utilisé est toujours au-dessus dans la palette des filtres. Bon, j'aime autant aller le chercher dans le menu puisque c'est la création d'un script. Filtre divers passe haut. Ok, peu importe le réglage, puisqu'on va le modifier après, photo par photo. Faire passer le calque en mode incrustation. Ajouter un masque de fusion sur ce calque. Calque, masque de fusion, tout faire apparaître. Et voilà, vous avez le script qui est terminé, vous pouvez cliquer sur le bouton stop. Donc toutes vos actions y sont. C'est la même chose que ce qu'on a fait avant en fait, il n'y a pas de secret, on a dupliqué le calque, on l'a converti en objet dynamique, on a mis le filtre passe haut, on a ensuite fait passer en mode incrustation et on a ajouté un masque de fusion qui fait tout apparaître. Et voilà. Alors ces scripts pourront être transférés vers un autre Photoshop si on veut, par la technique ici qui consiste à sélectionner le dossier, pas le script, mais vraiment le dossier, qui peut contenir plusieurs scripts d'ailleurs. Là, il n'en contient qu'un seul, mais il pourrait en contenir quelques-uns. Et une fois que le dossier est activé dans la palette action, en allant dans le menu de la palette action et en demandant enregistrer les actions, ça enregistre un fichier
.atn, donc action, sur le disque dur, dans le dossier d'aujourd'hui, vous pouvez. Et donc, si vous allez dans un autre Photoshop, Excuse-moi, donc j'ai fait toutes les actions et j'ai... donc après avoir fait enregistrer les actions sur un autre Photoshop, vous avez mis ça sur une clé USB, le .atn, le fichier qui a été enregistré sur le disque dur, et vous allez charger des actions dans l'autre Photoshop, et il suffira d'aller chercher donc les actions, le .atn. Et parfois, quand vous... Enfin non, c'est même pas parfois, c'est toujours, quand vous allez chercher des scripts sur le web, ce sera un .atn que vous chargez comme ça, dans la palette des actions. Il faudra parfois le dézipper. Donc ça, c'est habituel, hein. On n'y arrive pas parce qu'on n'a pas cliqué sur le nom du dossier. On a cliqué sur le nom du script et évidemment, dans le menu ici, l'option enregistrer n'est pas accessible. Où est-ce qu'elle est d'ailleurs? Ah oui, voilà, enregistrer les actions, c'est grisé. Oui. Ce qu'on va enregistrer, c'est pas des photos, c'est accentuation par passeport. Oui, mais si tu enregistres le dossier, tu enregistres le script qui est dedans. Ça a fait plusieurs scripts. Ah ben tout s'enregistre. Il n'y a pas le choix. C'est pas script par script qu'on enregistre. C'est la totalité. Et donc ceci est intéressant si vous voulez vraiment avoir une copie de sécurité de vos scripts, au cas où votre Photoshop plante. Également, si vous voulez aller travailler sur un autre Photoshop et vous voulez charger vos scripts. Et la technique est également intéressante. Si vous voulez charger les scripts que vous avez trouvés sur le web, vous irez dans le menu ici, vous demanderez charger des actions. Il faudra évidemment dézipper le fichier. Il sera compressé en zip ou 7zip ou autre, je ne sais pas. Il faudra évidemment le décompresser, le .atn, pour pouvoir le charger dans Photoshop. Ok. Alors il faut savoir que depuis CC 2015, depuis la version 2015 de CC, toutes les préférences, les modifications que vous apportez à Photoshop, y compris les actions, sont transférables dans le cloud. Si vous avez dans les préférences synchroniser les paramètres, vous avez enclenché la synchronisation des paramètres. Ça veut dire que il suffit d'aller sur n'importe quel ordinateur sur lequel la Creative Cloud 2015 est installée, vous vous loguez temporairement avec vos identifiants Adobe et toutes les préférences Photoshop, vous les retrouvez, enfin même pas seulement Photoshop, tous les autres logiciels de la Creative Cloud aussi, y compris les actions. Donc vous n'aurez pas besoin de ce qu'on vient de faire là juste avant, qui est vraiment nécessaire plutôt quand on travaille avant 2015. Ici, j'ai fait n'importe quoi. Voilà, donc on va tester ça sur une autre image. Ben voilà encore une autre image que j'avais chargée, qui est vraiment vierge, on n'a pas travaillé sur elle. Eh bien, je vais jouer le script. Donc, je clique sur le nom du script, pas le nom du dossier, c'est le nom du script cette fois-ci. Alors, et je clique sur le bouton de lecture, et vous allez voir que dans la palette des calques, ça va bosser pour vous. Et voilà, c'est fait en un quart de seconde. C'est ça l'intérêt de la chose. Ça vous a mis en un quart de seconde tout ce qu'il faut pour travailler. Et donc là, je vais double-cliquer sur la loupe dans la palette des outils pour être à l'échelle 100%. Je vais double-cliquer sur le passe haut pour régler la force que je veux pour la netteté. Si je veux, je vais activer le masque en cliquant sur lui. Il est encadré et donc avec une brosse, en dessinant en noir avec une brosse à bord flou, je vais pouvoir aller dire que tiens, par exemple, à l'arrière, c'est pas accentué. Il n'y a que l'avant qui doit être accentué. Voilà. Vous comprenez l'intérêt, c'est que si vous avez une centaine de portraits à retoucher en 2 heures, si sur chaque portrait vous devez créer les calques manuellement, ça va être pénible. Tandis que là, vous allez pouvoir demander à Photoshop de faire sur chacune des images, de créer les portraits, en fait, de créer les calques. Et puis, il vous reste à entrer en jeu, double-cliquer sur le passe haut pour régler la force que vous voulez, en fonction de chaque image, et dessiner à différents endroits en noir dans le masque du calque du dessus.
Et donc ça c'est manuellement, comme on l'a vu, en activant le script, l'action, en l'activant manuellement avec le bouton lecture. Mais on a aussi la possibilité de traiter des dossiers entiers qui contiennent des centaines d'images si on veut, et de les ouvrir dans Photoshop, et à ce moment-là, elles sont directement avec les calques. C'est ce qu'on appelle le traitement par l'eau, et on va voir ça, parce qu'en tant que photographe, vous ne pouvez pas échapper au traitement par l'eau. Donc le traitement par l'eau, c'est ce qu'on appelle le batch en anglais. C'est un terme que vous allez souvent rencontrer, donc autant le connaître. Batch, ça veut dire traité par l'eau, en fait. C'était TCH. Alors pour le traitement par l'eau, je vais aller chercher quelques images sur le web. Ok, vous connaissiez les images du domaine public? Ça vous disait quelque chose? Les images que vous avez le droit d'utiliser parce qu'elles sont dans le domaine public. Alors attention, quand vous tapez public domaine entre guillemets, évidemment, il faut aller vérifier vraiment qu'elles sont vraiment du domaine public et que vous avez le droit de les utiliser. Évidemment, c'est la concurrence du photographe, mais si on vous demande de photographier un lion et que c'est pour dans 1 heure, à moins d'habiter à côté de Paradisa, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et d'avoir un abonnement gratos, les images du domaine public, ça sert. Hein. Vous avez aussi les banques d'images, évidemment, mais ça, généralement, elles sont payantes. Il y a la banque d'images de Adobe, Photolia aussi, qui existe, hein, à laquelle vous avez un accès privilégié si vous êtes membre Creative Cloud. Donc, ce que je veux dire ici, c'est qu'attention, le fait d'indiquer public domaine, entre guillemets, ici, dans le champ de recherche Google, ne veut pas dire nécessairement que les images là sont du domaine public. Généralement, ce sera le cas, mais pas nécessairement. Quand elles viennent de Wikipédia, comme celle-ci, forcément, oui, ça, vous avez le droit de l'utiliser, il n'y a même pas besoin de chercher. Mais les autres, il faudra vraiment aller voir sur chaque page web si vous avez le droit de les utiliser. Il y a le petit malin qui indique dans les tags de leurs images « Not in public domain ». Et forcément, quand on fait une recherche sur public domain, elles arrivent. Donc, il faut faire gaffe. Maintenant, il y a un autre moyen de chercher des images que vous avez le droit d'utiliser, c'est de ne pas taper ça, de faire juste une recherche sur Dog, dans mon cas. Et dans les outils de recherche, d'aller dans droit d'usage. Et là, vous avez les Creative Commons. Donc, on vous dit « Réutilisation et modification autorisée ». Donc ça, c'est comme si c'était du domaine public, en fait. Hein. Ou réutilisation simplement autorisée, mais vous ne pouvez pas modifier l'image. Ou alors, vous pouvez les utiliser aussi, mais sans but commercial. Donc, il ne faudra absolument pas que vous fassiez de l'argent avec le travail que vous allez... donc, c'est juste pour quelque chose de familial, quoi. Une utilisation familiale, pas d'argent en jeu. Donc ça, c'est les Creative Commons, ça vous dit quelque chose aussi? Vous connaissiez ce système-là? Donc c'est une autre manière de trouver les images que vous avez le droit d'utiliser. Ne cumulez pas les deux, ne faites pas à la fois ça et marquer entre guillemets public domaine, ça sert à rien. C'est soit l'un, soit l'autre. Ok. Ah, j'ai une copine qui en avait un comme ça. C'est atroce. On a l'impression d'avoir une vache dans la maison. Je sais pas, mais c'est trop gros. Ouais, c'est trop gros. Alors voilà, je vais aller rapidement charger différentes images, peu importe lesquelles en fait, hein, et je vais m'en servir pour faire le traitement par l'eau. S'il y en a certaines qui ne veulent pas se télécharger, ne vous inquiétez pas, vous prenez les autres en fait. Hein. Et je vais les mettre dans un dossier. Donc dans mon dossier d'aujourd'hui, je vais créer un dossier qui va s'appeler image brute. Si vous avez des images à vous, vous pouvez évidemment les utiliser. Image brute, voilà. Donc un dossier image brute qui a été mis dans le dossier d'aujourd'hui. Et j'enregistre les images dedans. Si j'avais accès au serveur interne ou au serveur externe, je pourrais vous les mettre dessus. Bon, ceci dit, je pourrais peut-être vous les envoyer par mail si
vous avez un problème pour faire le dossier. On chargeait combien? Oh, bah 5-6, c'est bon. Hein. Ok. À tout hasard, je vais vous envoyer le dossier par mail. Je pense qu'il est assez léger. Pour l'instant, elle est assez léger, mais est-ce que... Oui, il y en a encore une qui se télécharge. Mais ça va aller. Voilà, bon, donc je vais fermer les images ici. Ah oui, celle-là n'a jamais été enregistrée. Bon, je peux l'enregistrer si je veux, oui, enregistrer au format Photoshop avec donc l'accentuation des détails mise dessus. Ah oui, c'est là que vous avez les options de format Photoshop et maximiser la compatibilité. Vous avez la possibilité de dire que vous ne l'affichez plus ce message. Mais ça va rester, les suivants, ça va maximiser la compatibilité. Ok, celle-là aussi, je la ferme. Donc CTRL W sur le PC, commande W sur le Mac. J'enregistre également au format PSD. Voilà, et celle-là, ok. Donc aucune image ouverte dans Photoshop, mais je vais pouvoir dire que le script, l'action ici, accentuation par passe haut, va se mettre sur toutes les images. Et on va essayer, vous allez voir que ça ne va pas marcher dans un premier temps, et on va expliquer pourquoi. Donc vous allez dans Fichier, Automatisation, Traitement par l'eau. Donc c'est le batch. Fichier, Automatisation, Traitement par l'eau. Alors ici, vous êtes censé choisir le dossier que vous aviez créé, et dans le dossier que vous avez créé, choisir le script que vous avez créé. Et évidemment, ici, il n'y en a qu'un seul, donc c'est facile. Il n'y a que celui-là qui peut s'enclencher. Ici, on doit indiquer quel est le dossier des images sources. Donc je sélectionne le dossier. Ah oui, comme image source, on pourrait aussi avoir des images qui viennent d'un appareil photo. Ben, c'est plus rare de faire comme ça. Des images les fichiers ouverts dans Photoshop actuellement, ou alors les images qui sont sélectionnées d'une manière ou d'une autre dans Bridge. Donc Bridge, le catalogueur de Adobe, qui vous permet de cataloguer vos images, mais vous avez aussi un catalogueur dans Lightroom. Il faut voir lequel vous utilisez. Mais donc, la plupart du temps, on va prendre un dossier comme image source. Donc, je sélectionne le dossier. Dans le dossier d'aujourd'hui, mon dossier image brute, qui contient donc des images JPEG. Il pourrait y avoir des PNG, ça marcherait aussi. Oui, parce que PNG, c'est aussi un format du web. Alors, si ce sont des RAW, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que Camera Raw va entrer en jeu. Vous n'utilisez pas Lightroom pour développer? Donc une fois que vous... Si, mais là, je les ai pas ouvertes dans Lightroom, quoi. Oui. Elles sont... Ah, tu as fait avec des RAW? Elles sont en DNG. C'est des DNG? Ouais. Ah, le DNG, ça devrait passer sans problème. Oui. C'est quoi la différence entre DNG et RAW? Alors le DNG, c'est un format de Adobe, propriétaire de Adobe, mais open source en fait. Open source ou gratuit? Open source, je pense. Qui tente d'unifier en fait les RAW, puisque chaque fabricant, Nikon, Canon, a ses propres RAW, et Adobe propose de convertir les RAW propriétaires de ces différentes marques vers le DNG. Ah, donc ça pourrait être une solution à ce que je disais tantôt. C'est-à-dire? Je travaille avec quelqu'un qui ne travaille pas en Canon comme moi. Ah oui, oui, pour le DNG est lisible partout. Oui, le DNG. Parce que j'ai pas l'impression qu'ils sont... Alors, le fait qu'elles soient en DNG, c'est peut-être qu'elles ont été exportées au départ de Lightroom et que Lightroom était réglé pour faire du DNG. Mais oui, je sais que là j'ai changé quelque chose. Oui. Mais là j'ai l'impression que c'est mes brutes en fait. Que j'ai bien fait. Alors, donc, dans le DNG, le fichier DNG, je pense qu'il intègre dans le fichier la correction. Ceux qui connaissent, vous me confirmez? Le DNG intègre
Quand on fait une correction, c'est intégré dans le fichier la correction, tandis qu'avec le RAW, c'est intégré à côté. Sur Lightroom. Oui. Non, moi là c'est brut, il n'y a pas. Pour avoir les deux, il faut. C'est ça, hein, le DNG intègre la correction. Si on fait une correction dans Camera Raw, par exemple, sur une image et qu'on l'exporte en DNG, Moi, il n'y a pas marque-touche en tout cas. ou dans Lightroom, la correction est intégrée au fichier, tandis qu'avec le RAW, la correction, c'est un fichier à côté qui décrit comment le fichier doit être corrigé. Donc il y a deux fichiers avec le RAW et un seul fichier avec le DNG. C'est assez controversé, en fait, hein, le DNG. On dit que si on veut que nos images RAW soient toujours lisibles dans 40 ans, il faut faire une version DNG, parce qu'on n'est pas sûr que dans 40 ans, le RAW propriétaire de Canon ou Nikon sera toujours lisible, d'autant plus que ça n'arrête pas de changer. Vous savez que quand vous travaillez avec du RAW, vous devez mettre à jour régulièrement vos descriptions RAW. Parce que sinon, avec un appareil photo nouveau, votre RAW n'est peut-être pas lisible dans la Creative Cloud. Il faut mettre à jour le RAW, en fait. Hein. Donc le RAW propriétaire de Canon, Nikon, etc. Évolue tout le temps, tandis que le DNG, normalement, est figé. Et vous avez aussi un logiciel... Oui. Excusez-moi. C'est ça qui fait que dans Lightroom, quand on. Sur un serveur DSO et puis envoyer Lightroom du tout. Ok, je vais faire un petit tour dans mon dossier d'application pour voir si je ne retrouve pas le Adobe DNG Converter. Ça vous dit quelque chose? C'est un logiciel gratuit à télécharger sur le web, fourni par Adobe, qui vous convertit vos images RAW en DNG. Mais apparemment, il ne le trouve pas. C'est étonnant, ça. C'est étonnant, ça. Je pensais avoir Adobe DNG Converter installé et je ne le trouve pas. Mais voilà, donc vous allez le trouver. Attendez un peu, j'y suis allé par où, en fait. Et donc on met préférer le profil. Donc on va cliquer. Alors, vous mettez préférer le profil en attendant que vous sachiez à quoi ça correspond. Oui, donc j'y suis allé par là où il fallait, hein, parce que j'étais dans la boîte d'ouverture de Photoshop, donc forcément ça ne marchait pas. Maintenant, je suis descendu au niveau du Finder et dans mon dossier application, j'ai le Adobe DNG Converter qui est un logiciel gratuit qui vous permet donc de convertir en masse vos RAW vers du DNG, si vous voulez. Donc c'est téléchargeable, vous cherchez sur le web et vous installez si vous voulez. C'est controversé, hein, le DNG c'est controversé. Il y en a qui préfèrent le RAW plutôt que de travailler sur le DNG. Alors on en était ici, traitement par l'eau. Sélectionnez donc le dossier en question, donc c'est le dossier image brute. Voilà. Alors, priorité sur les instructions d'action ouvrir. Vous avez également ceci dans priorité sur les instructions d'action enregistrer sous. Il ne faut pas cocher ça, sauf si dans votre script, vous avez à un certain moment ouvert une image. À ce moment-là, oui, il faut cocher ça. Si vous avez ouvert une image dans votre script, ou si vous avez enregistré une image et que c'est inscrit dans votre script, vous cochez ça. Sinon, quand vous faites du traitement par l'eau sur une série d'images, ça ne va pas traiter toutes les images. Ça va chaque fois ouvrir la même. C'est le fait de dire au traitement par l'eau ici, OK, pendant que j'ai mis au point le script, j'ai ouvert une image qui portait un certain nom, mais maintenant, je te demande d'ouvrir toutes les images du dossier. C'est ce qu'on fera quand on va cocher priorité sur les instructions ouvrir. D'accord? C'est lui dire, OK, dans le script, il est indiqué que tu ouvres une image à un certain moment, mais tu oublies quel est le nom de cette image. Tu dois traiter toutes les images du dossier que je te pointe, toutes celles qui sont dans le dossier que je te pointe. Bon. Mais vous ne cochez surtout pas ça si vous n'avez pas dans le script d'ouverture d'image ou d'enregistrement d'image. Et dans notre script, on n'en a pas. On n'a pas ouvert une image pendant qu'on enregistrait le script. On n'a pas enregistré non plus. Donc, il ne faut surtout pas le cocher. Parce que si vous le cochez, vous vous dites, oui, ben, c'est dit bon, hein, je vais le cocher. Mais en fait, non, le script va s'arrêter, il ne va pas fonctionner. Parce qu'il ne va pas trouver d'action d'ouverture. Il n'y a pas d'action d'ouverture dans le script. Et si vous cochez ça, donc il ne va pas fonctionner. Ça, c'est un des pièges du traitement par l'eau. On se dit qu'on va cocher ça, ça ne peut pas faire de mal, mais en fait, si. C'est fait à l'enregistrement, c'est fait en commençant Photoshop vierge, fichier ouvrir, échelle photo, etc. Blablabla, commencer, Oui. clac, fermer, fichier enregistré sous fermé, l'enregistrement, et sur le lance, c'est le
Oui. Si dans ton script il y a une ouverture d'image et un enregistrement, tu dois cocher les deux. Sinon, ça va ouvrir chaque fois la même image qui a été utilisée pendant la conception du script. Mais s'il n'y a pas de fonction d'ouverture et d'enregistrement dans le script, comme dans le cas de notre script, il ne faut surtout pas cocher ça parce que ça ne ferait pas fonctionner le script et il ne fonctionnerait pas. Alors, si vous avez plusieurs sous-dossiers dans votre dossier, vous cochez ça, évidemment. Mais nous, on n'en a pas. Toutes les images sont dans le dossier, il n'y a pas de sous-dossier, il n'y a pas un classement. Ceci, on peut cocher les suppressions de boîtes de dialogue d'options d'ouverture de fichiers, supprimer les avertissements sur les profils couleurs. On suppose qu'on a bien réglé Photoshop pour que ça fonctionne correctement, mais ça, c'est une autre histoire. Et alors, super important, il ne faut jamais rester avec arrêt en cas d'erreur comme ceci, parce que des erreurs, il y en aura, et forcément, vos scripts, vos traitements par l'eau ne fonctionneront jamais, en fait. Il faut toujours consigner les erreurs dans un fichier. Et le fichier, vous devez indiquer où vous l'enregistrez. Donc, cliquez sur « Enregistrer sous ». Vous l'enregistrez où vous voulez. Ça peut être sur les bureaux. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Il peut s'appeler sans titre, pas de problème. En tout cas, il faut un fichier qui va consigner, qui va vous dire à la fin de l'exécution du traitement par l'eau, quelles sont les erreurs qui ont été rencontrées. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours des erreurs? Parce qu'en fait, Photoshop va essayer d'ouvrir des fichiers que vous ne voyez pas, ce qu'on appelle les fichiers cachés, qui servent pour le fonctionnement de l'ordinateur, notamment pour créer les icônes. Quand on est au niveau du gestionnaire de fichiers, il y a des icônes quand on va dans les dossiers, vous avez remarqué, bien sûr. Eh bien, ça, ce sont des fichiers cachés qui servent à faire les icônes. Ces choses-là. Ce sont des fichiers cachés, et on ne les voit pas sur le Mac, mais Photoshop les voit. Il va essayer de les ouvrir et de les traiter, et ça ne va pas marcher. Et donc, des erreurs, il y en aura. Donc, toujours consigner les erreurs dans un fichier, sinon votre traitement par l'eau ne fonctionnera jamais. Au niveau de la destination, on va dire qu'on va enregistrer vers un autre dossier. Donc ça, c'est intéressant de prendre un dossier de départ et de traiter les images et de les mettre dans un autre dossier. Comme ça, on sépare bien les choses, c'est clair. Donc, destination, dossier. Il va falloir sélectionner le dossier ici. Il va falloir en fait le créer. Donc, je peux le créer dans le même dossier d'aujourd'hui, en fait. À côté de mon dossier image brute, je vais aller créer un dossier image traitée. Vous avez sur Windows une icône aussi pour créer un nouveau dossier dans le dossier d'aujourd'hui. J'évite, vous voyez, de mettre dans les noms des espaces et des accents parce que c'est souvent source de problèmes. Et j'évite les noms de plus de 32 caractères aussi. Et j'évite de commencer les noms de dossiers et de fichiers par des chiffres. Donc si vous faites tout le temps ça, vous évitez des problèmes informatiques. Ne pas commencer les noms de dossiers par des chiffres. Ne pas mettre des espaces, mais mettre plutôt des tirets ou des underscores. Ne pas mettre d'accent. Là, ça passe partout. Et moins de 32 caractères. Donc si vous faites ça, ça passe partout. Sur des serveurs web, partout, vous n'aurez pas de problème informatique. C'est par des chiffres, c'est un coup de classer nos dossiers par date de prise de vue. Oui, mais vous pouvez classer par date de prise de vue en mettant un nom avant. Hein. Le 2015 10 08, comme ça vous avez la date à l'américaine pour le classement, ce sera plus facile. Oui, il suffit de mettre juste quelque chose avant. Parce que les serveurs web détestent les dossiers qui commencent par des chiffres. Ok, donc voilà, image traitée, dossier que je dois sélectionner après l'avoir fait en cliquant sur le mot sélectionner. Et c'est bien indiqué ici, donc que la destination va être le dossier image traitée. Là, vous avez la possibilité de modifier la manière dont le nom va être enregistré. Vous avez la preview ici, la prévisualisation ici. On vous met .gif, mais en fait, c'est juste un exemple. Hein. Donc, actuellement, ce sera le nom du document et l'extension. Vous avez la possibilité de faire des choses, ce que vous voulez, même numéroter. Débuter le numéro à un certain numéro, si vous voulez, mais on ne va pas le faire ici. On va garder juste ça, nom du document plus extension, c'est pas mal. Compatibilité, ça n'est pas très important à cocher. Parce qu'en fait, un fichier compatible Mac va être ouvrable dans les logiciels Adobe sur un PC sans problème.
Et alors on clique sur OK. Et ça ouvre les images, mais ça vous affiche une boîte et ça c'est foireux. Je vous avais dit que ça allait foirer. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on a une boîte alors qu'en fait il n'y aurait pas dû y avoir de boîte qui apparaît, tout aurait dû être traité tout seul. À la fin, j'aurais dû retrouver dans mon dossier images traitées toutes mes images avec les calques prévus pour faire de la netteté par passe haut. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on démarre d'une image JPEG, un format qui n'est pas capable d'enregistrer avec des calques. On démarre de là, on a mis des calques dans Photoshop, et il y a un bug parce qu'il essaye d'enregistrer en... Il ne sait pas trop ce qu'il doit faire, en fait, hein, parce qu'il ne s'est pas enregistré sous le même format que celui de départ. Il est obligé d'enregistrer en Photoshop et ça, c'est pas prévu nulle part. Donc, il y a deux solutions dans ce cas-là. Je vais cliquer sur Annuler ici. Je n'enregistre pas finalement. On arrête le script. Voilà, le script est arrêté. Arrêté. Oui, ça ne marche pas. C'est ce que je vous avais dit. On est en train d'expliquer pourquoi ça ne marche pas. C'est parce qu'on démarre d'un format qui n'est pas capable d'intégrer les calques et on finit par un format qui intègre les calques. Et on n'a pas prévu ça, à aucun endroit. Donc en fait, il y a deux solutions pour que le script marche. Première solution serait, dans le script, d'intégrer la fonction d'enregistrement. Donc au moment où j'enregistre l'image au format Photoshop, il faudrait que ça ait été intégré dans le script. Et à ce moment-là, quand je fais le traitement par l'eau, je dois cocher priorité sur des instructions d'action enregistrées sous, sinon toutes les images qu'il va traiter, il les enregistrera sous le même nom. Le but ici est de lui dire, ok, tu dois enregistrer sous le format qui est indiqué dans le script, mais pas sous le même nom, tu gardes le nom du document de départ que tu as traité dans le dossier. Bon, ça c'est la solution, une solution. Une autre solution, c'est de démarrer d'images qui sont déjà Photoshop. Et là, ça marchera. Donc sans devoir intégrer dans le script une fonction d'enregistrement, ce script peut très bien fonctionner, mais sur des images qui sont déjà au format Photoshop. Eh bien, il se trouve que dans Photoshop, il y a un système qui permet de transformer à la volée, très rapidement, tout un dossier d'images dans un autre format. Et c'est ce qu'on va utiliser, en fait. Plutôt que de démarrer sur notre dossier, image brute, on va démarrer d'un dossier image brute PSD, et on va le faire maintenant. Donc il y a une espèce avant que le script ne puisse être utilisé, il y a une action à faire, il y a des choses à faire, mais c'est pas très long, vous allez voir. Alors, vous fermez l'image sans l'enregistrer, et on va maintenant dans Fichier, Script, Processeur d'image. Fichier, Script, Processeur d'image, c'est la fonctionnalité qui permet de convertir des fichiers rapidement d'un format vers l'autre. Alors, dans le processeur d'image, vous devez indiquer un dossier source. Donc, vous allez indiquer votre dossier image brute. C'est le dossier qui contient vos images JPEG, PNG ou quoi. D'accord ? Ok, donc s'il y avait des sous-dossiers, il faudrait cocher ça, mais il n'y en a pas dans notre cas, on n'a pas besoin de cocher ça. Ensuite, on va sélectionner l'emplacement des images traitées, donc ça va être sélectionner un dossier ici. Et l'emplacement, je vais devoir le créer. Dans le dossier d'aujourd'hui, je vais aller créer un nouveau dossier que je vais appeler image brute PSD. Image brute PSD. Donc, ça n'a rien à voir avec le dossier image traitée qui, au final, contiendra les images dans lesquelles j'aurais mis les calques pour faire l'accentuation par passe haut. Ici, on va transformer les images JPEG en images PSD. Et donc, on sélectionne le dossier image brute PSD qui actuellement est vide. C'est notre dossier de destination.
Voilà. Alors si vous aviez une structure complexe de sous-dossiers, elle peut être recréée dans le dossier de destination avec ceci, hein, conserver la structure des dossiers. Tout ça paraît évident. Eh bien, il faut dire qu'est-ce que vous voulez comme type de fichier. Bon, évidemment, vous n'allez pas cocher enregistrer sous JPEG. Elles sont déjà JPEG. Vous voulez des versions Photoshop. Donc c'est enregistré sous Photoshop. Vous n'allez pas redimensionner parce que ça, c'est quand on fait du web. Voilà, et c'est la seule partie qui doit être enclenchée, enregistrée sous PSD. Vous avez la possibilité d'exécuter un script pendant la conversion de JPEG vers Photoshop, mais on ne va pas le faire ici. Mais techniquement, il serait possible de traiter déjà les images. Donc, mais on ne va pas cocher ça ici. Moi, j'ai lâché. Ok, donc quand vous avez votre boîte qui ressemble à ça, on va donc cliquer sur exécuter. Et là, ça ouvre chaque image. Voilà, c'est fait. Et maintenant, dans mon dossier d'aujourd'hui, j'ai le dossier image brute qui contient les images originales. Et dans le dossier image brute PSD, j'ai un dossier PSD qui contient les mêmes images, mais en format Photoshop. Voilà, donc normalement tout le monde a son dossier PSD avec des images PSD dedans, et donc c'est le meilleur moyen pour qu'elle soit compatible sans problème avec le script. Si on a des scripts qui créent des calques, ça va marcher nickel. Eh bien on y va, maintenant on fait ce qu'on voulait faire depuis le départ, fichier automatisation traitement par l'eau. C'est toujours mon script accentuation par passe O. Le dossier, ça va être maintenant, il va changer en fait, le dossier source. C'est plus image brute, le dossier source. C'est image brute. C'est le dossier PSD là-dedans, en fait. Voilà. D'accord? Donc le dossier source, c'est le dossier PSD du dossier image brute PSD. Ok, ça marche. Je vous conseille d'afficher sur les Mac et sur les PC aussi d'ailleurs vos fenêtres sous forme de liste. Parce que sous forme d'icône ou sous forme de colonne, c'est source de perte de temps en fait. Sous forme de liste, c'est ce qui est encore le plus rapide. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Ok. Donc, le dossier PSD est bien sélectionné. Le fichier texte qui va consigner les erreurs est toujours bien réglé. Le dossier de destination est bien toujours indiqué, c'est image traitée. Il suffit de cliquer sur OK, ça devrait marcher là. On est d'accord ou pas? Dans fichier traitement par l'eau, on a bien le script qu'on veut jouer qui est sélectionné là. On a bien comme dossier source le dossier PSD qui se trouve dans le dossier image brute PSD. Si vous n'êtes pas sûr, vous cochez inclure les sous-dossiers. Comme ça, si vous avez sélectionné le dossier image brute PSD, ça inclura le sous-dossier PSD. Consigner les erreurs dans un fichier, c'est bien inscrit, oui. La destination, c'est bien un dossier, c'est le dossier image traitée. On n'a pas coché priorité sur les instructions enregistrées sous et priorité sur les instructions ouvrir. Il n'y a pas de raison d'être, elles ne sont pas dans le script. On clique sur OK. Et là, ça traite. Voilà, résultat. Dans le dossier image traitée, j'ai maintenant des PSD. Et chacun de ces PSD intègre les calques pour faire l'accentuation des détails. Je peux cliquer sur n'importe lequel d'entre eux. Voilà, je trouve dans la palette des calques tout ce qu'il faut. Donc, le passe haut. Il m'a tout ouvert, il m'a tout fait le script, et puis il s'est remis à l'endroit, il a tout fermé. J'ai plus d'image Photoshop. Donc en fait, le fait qu'il ouvre toutes les images
et qu'il les ferme, c'est normal. Normal. Ah oui, parce que s'il doit traiter des centaines d'images, il n'en ouvre qu'une seule à la fois. Sinon, au bout de quelques dizaines d'images, il va être complètement chargé. Il n'en ouvre qu'une seule à la fois. C'est le traitement par l'eau. Des milliers d'images pourraient être traitées comme ça en une nuit. Vous pourriez traiter des milliers d'images. Il fallait laisser cocher, maximiser la compatibilité. Alors, maximiser la compatibilité, vous laissez cocher, il n'y a pas de problème. Parce que là, ça ouvre une fenêtre à chaque fois, il faut faire OK. Le rayon en fait qu'on a mis au début, il est conservé ou Ah, le rayon qu'on a mis au début est inscrit dans le script et donc il est mis, mais vous double-cliquez sur le mot passe haut pour modifier à chaque fois, oui. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas mettre nécessairement n'importe quoi comme rayon. Voilà. Voilà, donc c'est grâce à ça que vous allez pouvoir traiter en 1 heure 50 images au niveau de la netteté, parce que Photoshop aura créé les calques pour vous avant. Il faut absolument vous dire qu'il y a une règle en infographie, en informatique d'une manière générale. La règle, c'est si vous faites quelque chose de répétitif et ennuyeux sur un ordinateur, ce n'est pas normal. Il faut, à ce moment-là, se renseigner. Il faut arrêter ce qu'on fait. Voilà. Vous faites un truc ennuyeux. Ça fait 1 heure que vous êtes en train de faire le même processus sur différents fichiers. Ben, vous arrêtez tout et vous allez voir sur Google s'il n'y a pas quelqu'un qui a inventé un système pour le faire de manière automatisée. Et la plupart du temps, la réponse sera oui. Vous contactez des gens qui sont spécialistes là-dedans, ils vous répondront aussi. Ce n'est pas normal de faire des choses répétitives et ennuyeuses quand on travaille sur un ordinateur. Même le renommage de fichiers. Par exemple, si je veux à un certain moment que mes images ici, elles aient toutes un nom avant. Dog, tiré, voilà. D'accord? Doc, tiré, etc. Vous n'allez pas faire ça sur des centaines d'images. Il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui vont passer leur temps à renommer des images comme ça parce qu'ils doivent absolument avoir les fichiers qui commencent par un certain nom. Mais non, ne faites pas ça. Vous utilisez un logiciel de renommage de fichiers. On sélectionne les fichiers, clic droit, on va chercher le logiciel qu'on a installé et on fait ce qu'on veut avec ça. Vous pouvez traiter plein de choses. Bon, bah, traiter le texte, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ajouter un mot au début, ajouter un mot à la fin, insérer un mot en face d'un mot qui existe déjà dans le nom du fichier, etc. Blablabla. Enfin voilà, ça je vous conseille d'avoir. En tant que photographe, un utilitaire de renommage de fichiers, ça va vraiment vous servir. Hein. Ça va vraiment vous servir énormément. Ça peut fonctionner par exemple dans iTunes aussi quand on essaie de refaire quand on essaie de mettre le même nom de style de musique à toute une liste ou quelque chose comme ça. Ça traite aussi les tags MP3, je pense, ici, oui. Il faut voir, oui. Oui, mais j'ai jamais essayé de gérer les tags MP3, mais voilà. Mais c'est pour quelle colonne en fait dans iTunes dont tu parles Parce que moi, dans iTunes, c'est tout réglé par style de musique. Je veux dire, le genre. Pop, machin, et de temps en temps, Mhm. il n'y a rien marqué sur le fin de l'album, et j'essaie de tout remettre. Enfin, ça m'est déjà arrivé de mettre pop rock et de retaper pop rock avec un copier-coller sur toutes les lignes de l'album. Oui. Alors que- Oui, mais ça doit être une des balises ici, le genre, ça doit être pas propre à iTunes en fait. Hein. C'est un truc qu'on doit retrouver dans plein de logiciels de lecture MP3 en fait. Hein. Je ne sais pas quel est le... Non, je ne sais pas lequel c'est, on peut peut-être même l'ajouter en fait. Hein. Mais franchement, j'ai jamais essayé, mais apparemment ça traite le MP3, donc il y a des choses possibles. Il n'y a pas des gens qui connaissent ici et qui pourraient répondre? Je crois qu'on sait le faire dans iTunes. Déjà. Dans iTunes aussi, on sait le faire directement? Il me semble. D'un coup, on sélectionne tous les fichiers d'un coup et on en a modifié les paramètres. Dans les C'est détails, possible. dans les détails. Enfin voilà, donc tout ça pour vous dire, c'était l'occasion que je place ceci aussi, hein, les utilitaires de renommage de fichiers. Donc sur Windows, il y en a qui sont gratuits, sur Mac, comme souvent, c'est pas gratuit, mais c'est pas trop cher en fait.
pour ce que ça apporte vraiment comme vraiment fonctionnalité supplémentaire pour des gens qui sont dans les métiers du graphisme, vidéo, image, c'est pas extraordinaire comme prix. Maintenant, je vous pousse pas à acheter, vous achetez pas, mais je vous dis simplement que ça vaut la peine d'investir parfois dans des petits utilitaires qui vous font gagner beaucoup de temps. On peut le faire sur Mac sans dépenser d'argent avec les choses qui sont fournies dans le Mac, notamment Automator. Mais ça me paraît plus compliqué. Une fois que vous avez la licence, elle est transférable sur vos autres Mac. Ça fonctionnera. Je crois qu'il faut même une licence perpétuelle où on achète une fois pour toutes et toutes les mises à jour par la suite sont gratuites. Alors, voilà, c'est pour la somme astronomique de 20 $ en fait. Mais franchement, ça apporte énormément d'avoir un utilitaire de renommage de fichiers sur son ordinateur. Alors, dans mon dossier d'aujourd'hui, j'ai images traitées. Ce sont donc les images avec les calques comme il faut pour faire du passe haut. J'ai fait un dossier vide, images avec passe haut réglé. Mais donc ce dossier est actuellement vide. Et alors j'ai mis au point un script dans Photoshop que je vais réouvrir ici. Un script pour accélérer le travail, c'est-à-dire que ça va m'ouvrir les images une à une et me donner la main pour que je puisse faire le réglage du passe haut. Et donc ce script ressemble à ceci. C'est un script qui intègre l'ouverture d'une image, une des images du dossier, qui a servi pour faire le script. Je supprime le filtre passe haut qui est sur le calque et je fais appel dans le menu à ce même filtre passe haut. Et puis j'enregistre. Ok, je vous montre comment ça marche. Menu, fichier, automatisation, traitement par l'eau. Donc ça va être modifier le passe haut à la volée, c'est le nom du script. Dans le dossier, oui, c'est bien les images traitées, donc les images qui ont déjà les calques comme il faut. Priorité sur les instructions d'action ouvrir, parce que dans le script, j'ai une action d'ouverture, il ne faut pas qu'il ouvre à chaque fois la même image, donc je dois lui dire, tu oublies quelle est l'image qui a été utilisée pendant la création du script, et tu traites chacune des images du dossier les unes après les autres. Inclure tous les sous-dossiers, c'est pas vraiment utile, mais c'est coché. Voilà, donc par rapport à tout à l'heure, il n'y a pas grand-chose qui change, si ce n'est que l'option ici est cochée. Même chose pour priorité sur les instructions d'action enregistrées sous, vu qu'il y a une option d'enregistrement dedans. Et dans le script, et qu'il ne faut pas qu'il enregistre l'image chaque fois sous le même nom, il faut que chaque image qu'il traite, il la réenregistre avec le nom du document, tel qu'il est sur le disque dur. Et donc au niveau de la destination, c'est bien mon dossier image avec passe haut réglé. Alors testons ça. Voilà. Donc le passe haut s'ouvre, j'ai pas eu besoin de double-cliquer sur lui, je le règle. Ok. L'image suivante s'ouvre, je règle. Ça pourrait marcher aussi avec un réglage de courbe. Hein. Pas de problème, je règle chaque fois. Bon, il y a juste le problème du masque de fusion qui devra être réglé manuellement sur les images. Mais en tout cas, pour ce qui est de régler la netteté, c'est automatisé. Il m'ouvre chaque image, il m'ouvre tout seul le filtre passe haut et je peux régler donc la netteté. Voilà. Et donc si je vais voir maintenant dans mon dossier, images avec passe haut réglé, elles sont là. Voilà. Je vais ouvrir une des images. Voilà. Donc dans la palette des calques, je vais remarquer que ça a été réglé. Et donc toujours tout en PSD. Oui, parce que il y a des calques, donc PSD. Oui, si on doit les... Il n'y a pas de raison d'enregistrer dans un autre format que le PSD tant que le travail n'est pas fini en tout cas. C'est ça, quand c'est pas fini. Et pourquoi ne pas avoir fait en regardant le script Oui, le script qu'on a fait précédemment,
j'aurais pu faire en sorte que pendant l'exécution du script, il le fasse. En effet, le premier script là, qui a servi à créer les calques, il aurait pu, en plus de créer les calques, me donner la main à un certain moment pour que je puisse régler le passe haut par la même occasion. Bon, la différence, c'est que vu que c'est fait en 2 fois, la première fois, il m'a fait les images et je peux manuellement les ouvrir et les modifier manuellement si je veux, sur le disque dur. Les calques sont là, prêts à être réglés. Mais c'est vrai qu'on aurait pu faire les deux en un. C'est pas un problème. Donc, pensez bien que ceci peut servir également à régler les couleurs avec des courbes. Ça pourrait ouvrir le réglage des courbes et je règle les couleurs. Et alors, l'intérêt, c'est que ça accélère. L'intérêt de travailler comme ça, en série, c'est que ça accélère la productivité, en fait. Puisque vous allez d'abord traiter le problème de netteté sur toutes les images, puis vous allez revenir avec le problème de la courbe, puis vous pouvez revenir avec un autre réglage. Mais tout ça, vous réglez en série, donc vous ne devez pas à chaque fois vous remettre pour chacune des images en situation. Tiens, je règle la netteté, puis je règle la couleur. Non, c'est en série donc. D'abord la netteté sur toutes les images, puis la netteté, et puis le réglage des courbes sur toutes les images. Ça va vraiment accélérer la productivité de travailler comme ça, en série. Bon, bah écoutez, on peut essayer de le mettre au point, votre script là. Donc, ici, je vais vider les images de mon dossier images avec passe haut réglé, je vais les jeter à la corbeille. Voilà. Donc, vous devez créer un dossier image avec passe haut réglé, ou quelque chose, vous mettez le nom que vous voulez, tant que vous vous y retrouvez. Voilà. Et le script qui est ici, je vais également le vider, le sortir, parce qu'on va le refaire ensemble. Donc voilà, vous avez sur votre disque dur le dossier qui va recevoir les images réglées. On est dans Photoshop. Vous avez votre script de tout à l'heure qui a servi à mettre les calques sur les images. Parfois, c'est plus simple de séparer les choses comme ça en plusieurs scripts, parce que mettre au point un script complexe avec plein de fonctions qui fonctionnent bien, c'est un peu prise de tête parfois. Des fois, ça peut déraper ou non? Bah, disons que une fois que le script fonctionne, normalement, il fonctionne. Ce qui peut arriver, c'est qu'on essaye d'ouvrir une image qu'on a déjà modifiée et il ne trouve pas le calque arrière-plan parce qu'on l'a renommé ou des choses comme ça. Dans ce cas-là, il y a toujours des solutions. En fait, il faut avoir de la jugeote et du bon sens et ne pas être dans le rush et pas être pressé parce que ça aide. Si on est dans le stress, que les choses doivent se faire rapidement, ce n'est pas les conditions idéales, mais si on a du temps, ça va. Ok, alors dans le dossier technique photo, je vais créer un nouveau script. Donc vous cliquez sur le mot technique photo, puis vous cliquez sur l'icône du bloc de feuilles. Et on va l'appeler donc régler le passe haut à la volée. C'est juste un exemple, il faut vraiment faire le transfert et vous dire que ça pourra servir à plein d'autres choses en fait ça. Régler le passe haut à la volée. Vous n'avez aucune image ouverte. Enfin, si vous en avez qui sont ouvertes, c'est pas très gênant tant que vous cliquez pas sur leur barre de titre. Voilà, ça enregistre donc. Ça enregistre et vous faites fichier ouvrir et vous allez chercher dans le dossier des images traitées. Voilà, c'est les images traitées. C'est ça le dossier avec nos images qui ont leur calque. C'est les images PSD qui ont été traitées par le script et donc il y a les calques dedans avec le passe haut, etc. Et si on avait déjà les images ouvertes? Donc si vous avez déjà les images ouvertes, vous cliquez sur le stop et vous les fermez toutes. Juste une. Et donc oui, ici il faut en enregistrer juste une. Voilà, elle est ouverte, elle est là. Je vous rappelle que si vous avez d'autres images, ne cliquez pas sur leur barre de titre parce que ce serait enregistré dans le script que vous avez activé une autre image. Euh, Ok, ça marche?
Donc vous ouvrez une image déjà traitée qui a déjà les calques alors. Donc c'était le dossier comment encore? C'était le dossier images traitées. C'est là-dedans quelles sont les images que vous avez traitées tout à l'heure. Vous aviez les images brutes, JPEG. Vous les avez converties avec le processeur d'image en images brutes PSD. Et puis ces images brutes PSD, vous les avez transformées en images toujours PSD, mais avec des calques dedans. Et c'est le dossier images traitées. Et donc c'est celle-là qu'on ouvre. Oui, donc vous avez des messages couleurs, choisissez, utilisez le profil incorporé. On va parler de ça à certains moments, hein, des paramètres couleurs, c'est super important de comprendre ça. On sait jamais lequel choisir, on sait pas pourquoi en fait. Voilà, c'est ça. Écoutez, en fait, c'est comme ça. C'est comme ça. Il se trouve que dans la partie latine, entre guillemets, de l'Europe, sans faire de stigmatisation, tout ce qui est gestion de couleurs, profil couleur, on considère que ça ne fonctionne pas. Donc il y a quand même Adobe, Apple et Heidelberg qui se sont mis ensemble pendant des années pour faire une norme. Mais ce qui court dans les milieux, c'est que ça ne fonctionne pas, ces choses-là. Il ne faut pas s'y intéresser. Mais dès qu'on va dans les pays germaniques, Angleterre, Hollande, Allemagne, là, bizarrement, ça fonctionne. Donc c'est culturel. Ne vous étonnez pas. Les profils couleurs, vous allez rencontrer souvent des gens qui vont vous dire que ça ne vaut pas la peine de s'y intéresser. Ça ne fonctionne pas, mais bon. Et donc, nous allons quand même nous y intéresser. Nous allons nous y intéresser parce qu'en fait, ça fonctionne. Il suffit juste d'y passer le temps pour comprendre comment ça marche. Ok, vous avez ouvert donc l'image, pas de problème, c'est inscrit dans le script que c'est ouvert. Eh bien, on va retirer le passe haut ici, vous le prenez de la palette des calques et vous le mettez à la corbeille. Et vous allez le remettre en demandant dans le menu de la palette action d'aller chercher ça dans un menu. Donc le script, au moment où il va être joué, ira chercher dans le menu le filtre passe haut pour le mettre sur ce calque. Si je l'ai retiré, c'est parce que si je ne fais pas ça, il y en aura deux sur le calque. Voilà, c'est ça le problème. Donc si tu as fait une erreur, tu appuies sur le stop et tu jettes l'action erronée que tu as faite. Et tu fais commande Alt Z pour aller en arrière pour retrouver l'image telle qu'elle était avant que tu fasses l'action erronée. Oui, c'est ça il faut réfléchir. Hein. Si on fait une erreur, on arrête l'enregistrement forcément, on jette la commande dans le script, mais aussi il faut penser à revenir en arrière là où on était avant que l'erreur ait été faite. Hein, avec commande Alt Z pour aller plusieurs fois en arrière. CTRL Alt Z sur le PC bien entendu. Ok, je vais recommencer puisque c'était juste un exemple. Je réenregistre, je jette le passe haut, voilà. Voilà, et donc on en est arrivé à ce stade-ci. Alors. Ok, donc je continue avec ceux qui ont réussi à le faire, puis je vais refaire une seconde fois le script. Donc, après avoir supprimé les effets, vous allez dans le menu de la palette script jusqu'à la ligne « Insérer une commande ». Et vous avez une boîte qui apparaît ici qui vous dit « Pour enregistrer un élément de menu, sélectionnez-le avec la souris ». Ne cliquez pas sur OK ni sur Annuler là. Hein. Pendant que cette boîte est ouverte, vous allez dans « Filtre »,« Divers »,« Passe haut ». Si vous n'y arrivez pas, vous inquiétez pas, je vais recommencer tout après. Je clique sur OK. Voilà. Et je vais enregistrer l'image. Fichier enregistré sous. Et je l'enregistre n'importe où, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de l'enregistrer. Non, on n'a même pas changé de nom, ça ne sert à rien. Et je clique sur Stop et c'est bon. Alors, pour ceux qui ont loupé la première fois, je recommence. On y va. Je clique sur le nom du dossier de script. Je clique sur l'icône du bloc de feuilles.
je vais faire un script qui va s'appeler régler le pass haut à la volée. Take two. C'est la deuxième prise, pour ceux qui ont loupé. Et je clique sur enregistrer. Voilà, donc mon script ici est en train d'être enregistré. J'ai juste oublié un truc, je vais cliquer sur le bouton stop. Je devrais, pour bien faire, ne pas avoir d'image ouverte. Donc après avoir cliqué sur le bouton stop pour arrêter l'enregistrement du script, j'ai fermé mes images ouvertes. C'est mieux. Et je vais recommencer l'enregistrement. Bon, jusque-là, ça va. Et je vais ouvrir l'image, une image que je vais ouvrir et qui va se trouver dans le dossier images traitées. C'est donc les images qui contiennent les calques qu'on a fait tout à l'heure. Peu importe laquelle. Ouvrir. Voilà. Ça fait peur, je sais. Et alors, vous avez les calques qui sont là, on est d'accord. On va prendre le mot passe haut et on le déplace sur la corbeille. Voilà. Et donc, le script indique que pour l'instant, on a fait deux choses. On a ouvert une image et on a supprimé les effets spéciaux du calque qui était actif quand on a ouvert l'image, c'était celui du dessus. Pourquoi est-ce que votre image change beaucoup? C'est simplement parce que on avait un filtre passe haut qui transformait l'image en gris et elle se mettait en incrustation sur l'image d'en dessous. Et vu que c'était gris, ça ne changeait pas la couleur beaucoup. Maintenant que le filtre passe haut est parti, l'image est couleur, elle se met en mode incrustation et ça change beaucoup la couleur. Mais donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Quand on va jouer le script, le filtre passe haut va revenir. Alors, à cet endroit-là, vous allez demander maintenant dans la palette des scripts d'insérer une commande. Menu de la palette des scripts, insérer une commande. Menu item. Menu item, oui. Insert menu item. Et vous laissez la boîte ouverte et pendant que la boîte est ouverte, vous allez dans Filtre, Divers, Passe haut. Et voilà, il vous indique que vous avez choisi d'insérer la commande Divers, Passe haut. Vous cliquez sur OK. Cette image, je vais l'enregistrer. Fichier enregistré sous. Je l'enregistre n'importe où, sur le bureau par exemple, sans changer le nom, sans changer le format. J'enregistre n'importe où, sur le bureau, c'est bon. Et j'arrête le script et il est bon pour être joué. J'ai arrêté l'enregistrement en cliquant sur le petit carré. Voilà, donc si ton script n'est pas complet, par exemple s'il manque l'enregistrement, ben, tu vas sur la dernière ligne de ton script et tu réenclenches l'enregistrement et tu enregistres. On peut modifier un script après qu'il ait été fait, on peut aller modifier les valeurs dans le script, les valeurs qui sont impliquées, l'ordre d'apparition des choses. Il faut juste avoir de la jugeote pour réfléchir, parce que pour qu'un truc fonctionne, il faut qu'il y ait certaines conditions qui soient réunies en fait. Voilà, et j'ai arrêté l'enregistrement et voilà donc ici l'enregistrement du script avec le petit carré. Et donc voilà le script. Ouvrir l'image, supprimer les effets qui existent sur l'image, aller appeler le filtre passe haut dans le menu, enregistrer l'image, voilà. Alors, je ferme l'image ici et je vais dans le menu Fichier, Automatisation, Traitement par l'eau. Et je vais dire que je vais jouer Technique photo, régler le passe haut à la volée. C'est donc dans Fichier, Automatisation, Traitement par l'eau. Non, relance le script. Je suis en train de le relancer.
En effet, mais ce n'est pas si simple que ça. Il faut vérifier d'abord ensemble que toutes les fonctions sont enclenchées comme il faut. Donc, le dossier, c'est bien image traitée. On a bien priorité sur les instructions ouvrir qui sont cochées. On a bien consigné les erreurs dans un fichier, c'est parfait. On a priorité sur les instructions enregistrées sous qui sont cochées. Le dossier dans lequel ça va enregistrer, c'est bien image avec passe haut réglé. C'est bien celui-là que j'avais prévu en fait, hein, ici. Celui-là qui actuellement est vide. Et voilà, je pense que si vous avez les choses qui sont comme ça, ça devrait être valable. Vous allez pouvoir cliquer sur OK. Et donc ça ouvre chaque image et ça ouvre tout seul le réglage passe haut. Vous le réglez, vous cliquez sur OK. Ça ouvre la suivante, vous le réglez, vous cliquez sur OK, etc. Génial. Donc, techniquement, je pourrais traiter 500 images en 10 minutes par cette technique. Laissez-moi un peu réfléchir. 10 minutes, ça fait... Non, c'est un peu trop ambitieux. 500 images en 20 minutes, ça pourrait le faire. En allant très vite. Avec une machine qui suit, des images pas trop grosses. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est que le nombre ne fait pas peur. Un réglage personnalisé pour chaque image. C'est ça l'intérêt. Voilà, donc dans le dossier, vous avez les images qui se sont mises avec le réglage personnalisé de passe haut. Le fait qu'ils disent qu'il y a des erreurs, c'est pas nécessairement un problème, parce que des erreurs, on avait dit qu'il y en avait souvent. Chez moi, j'en ai pas eu, tiens, c'est bizarre. Mais en tout cas, le fichier, là, il est quelle heure? Il est 14h23 et le script a été fini à 14h20. Je double-clique sur le fichier d'erreur. Début du traitement par lot, fin du traitement par lot. Et si il indique que des icônes, des fichiers icônes n'ont pas pu être traités, c'est pas grave, ce sont les fichiers cachés du Mac. Ou du PC d'ailleurs.